Celui qu'on appelle riche maintenant, ce n'est pas le montant qu'il gagne qui compte. Cette personne peut peut-être ne pas gagner 1 million, mais il gagne 300 000, mais il se débrouille pour vivre avec 200 000, il se débrouille pour épargner 100 000 et il se débrouille pour chaque 2 ou 3 mois, il prend ces 300 000 pour l'investir quelque part. Ce sont les riches. Donc on se débrouille avec les options business, ça m'a permis d'apprendre mes bases. Plus j'ai évolué dans le business, plus j'ai appris la notion de money management et j'ai su que directement que ce n'était pas un secteur rentable à long terme. Parce que chaque fois, on gagnait moins que ce qu'on risquait. Alors que le but dans un commerce, c'est de gagner plus que ce qu'on risque. Les options business d'office de base, c'est pas rentable. C'est la connaissance du business, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre tous les bases. Il faut toujours risquer moins par rapport à ce que tu veux gagner. Ne perdez jamais de vue votre prochaine étape. C'est-à-dire, actuellement, vous dites, ok, je veux gagner 1 million par mois. Avant même de gagner les 1 million par mois, vous devez savoir, si vous gagnez les 1 million par mois, qu'est-ce que vous faites par la suite? C'est-à-dire, quelle est votre prochaine étape? 10 millions par mois. Quelle est votre prochaine étape? 100 millions par mois. Quelle est votre prochaine étape? 1 milliard par mois. Donc, il ne faut jamais perdre de vue la prochaine étape. C'est ça qui permet de se maintenir dans le cap et d'éviter, en fait, les petites distractions qui viennent. Comme Covid-19 qui a bloqué l'événement et là tu dois rester à la maison sans rien faire. Sans rien faire. Donc mes revenus étaient revenus complètement à zéro. Et comme il fallait gérer les charges qui étaient là, il fallait trouver d'autres moyens de gagner de l'argent, sinon ça va chauffer. On risquait de rentrer au pays juste comme ça. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à donner des cours de maison, des cours de maths, physique, de gauche à droite que j'ai commencé à donner. Ça faisait un peu d'argent. Je dis, si vous voulez devenir riche, contrôlez vos dépenses. Et si vous voulez devenir rentable, contrôlez vos pertes. C'est-à-dire, une personne a un état financier. Une personne, c'est comme une entreprise. Tout le monde a un état financier, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Chez la plupart des gens, les sorties sont supérieures aux entrées. De recherche en recherche, avec bien sûr l'assistance de mon frère qui avait pas mal d'informations aussi sur le sujet, je me suis lancé dans le trading. La seule chose qui vous empêche de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, c'est de prendre la décision de le faire. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Si vous osez, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pouvez réaliser. Alors aujourd'hui, nous allons parler de business en ligne et il y a beaucoup de personnes qui trouvent des excuses en disant que oui, moi j'ai mon business ou bien j'ai un emploi quelque part ou bien je suis médecin, je ne peux pas faire du business en ligne. Aujourd'hui, on va vous démontrer, peu importe votre secteur d'activité ou ce que vous êtes en train de faire, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'argent à travers Internet et les réseaux. Donc, j'aime bien dire que comment transformer votre smartphone ou votre ordinateur à une machine à cash. Donc, je suis aujourd'hui honoré d'inviter un expert à la matière. Et à ma grande surprise, donc vous allez être même surpris, c'est un docteur ou bien un médecin, c'est un trader, un formateur, un coach sportif, auteur de 3 livres à son jeune âge. Donc, il y a une question, moi, qui me brûle les lèvres. Comment on peut être aussi jeune et faire autant de choses? Donc, c'est la première question que je vais poser à mon invité. Donc, je suis très content encore une fois de revenir à partager avec la communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 000 personnes. Et en même temps, c'est un YouTuber. Donc, il fait énormément de choses. Et ce que j'aime bien, c'est l'un de ses livres qui s'appelle Productivité x100. C'est un livre hyper important qui t'apprend comment vraiment gérer son temps, comment gérer, en tout cas plusieurs choses à la fois. Et c'est un exemple parfait. Si quelqu'un est obèse et veut vous apprendre comment perdre du poids, en tout cas, ça sonne mal. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il fait énormément de choses et il sait gérer les choses. Et surtout la partie crypto-monnaie, c'est l'un des meilleurs formateurs, même au niveau de Vision d'Afrique, sur la partie money management. Parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui l'ont jamais eu voir, en tout cas sur les vidéos et tout. Mais ce sera l'occasion parce qu'ils sont bénéficiés sur ses formations ou bien son expérience à travers les formations crypto. Donc mon cher ami, c'est un grand plaisir de t'inviter aujourd'hui. Merci. Avec toutes vos occupations, vous avez laissé beaucoup de choses pour venir partager avec ma communauté. Ça me fait droit au cœur. Avant d'aller plus loin, je vais vous laisser saluer nos internautes et présente-toi, prends ton temps. Les gens veulent savoir qui tu es, votre nom, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Ensuite, j'ai énormément de questions pour toi. Nickel. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que c'est vraiment pas évident de caler le programme, vu mon emploi du temps, les mouvements, etc. Donc, ça fait toujours plaisir d'être là et de partager avec la communauté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom, c'est Dieudonné Agomakwa. Je suis médecin, je suis entrepreneur, donc auteur de 3 livres déjà. Bientôt un 4e et un 5e. Je suis trader indépendant depuis 2019 et disons fondateur de l'Académie Boom Crash Empire.
Et en même temps, je fais pas mal de choses, énormément de choses. Comme coach sportif? Coach sportif, ok. Pas mal de choses que je fais. C'est juste pour apprécier la liste, sinon on risque d'y passer tout le temps. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Je suis d'origine béninoise, donc j'ai foulé le sol sénégalais en 2018. Donc depuis lors, je pense que le Sénégal c'est désormais chez moi. Exactement. Je vais même chercher la nationalité. Non, vous allez trouver même, vous allez trouver. Non, ça, on va travailler. On a notre nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, qui va tout faire pour donner notre ami Dieudonné sa nationalité. Je le prends avec grand plaisir. Alors, Dieudonné, vous avez dit, hein, vous êtes béninois qui vient d'arriver au Sénégal depuis, bon, pas vient d'arriver, mais quelques années de cela. Mais est-ce que vous avez que depuis 2018, je peux même dire depuis 2015-2016, il y a des étrangers qui sont dans ce pays ou bien des Sénégalais qui sont étrangers dans X, Y pays qui n'arrivent pas à, c'est-à-dire s'implanter ou bien, c'est-à-dire que intégrer en fait. Qu'est-ce qui fait que, quel est le secret de Dieudonné en moins de temps? Aujourd'hui, on ne peut pas te distinguer des Sénégalais. Tu as beaucoup d'amis. Dans toutes les conférences, on se retrouve. Aujourd'hui, vraiment, tu as réussi à tailler votre place dans la société sur tous les niveaux en business. Aujourd'hui, il y a même des Sénégalais qui sont nés ici, grandis ici, plus âgés même que toi, mais qui n'arrivent pas à faire quelque chose parce qu'ils pensent que l'environnement n'est pas propice. Et ce n'est pas le cas avec toi. Quel est ton secret et comment tu as fait pour bien s'installer, implanter au Sénégal? Ouais, je pense que c'est une question assez pertinente parce qu'il arrive rarement qu'on ait l'occasion de voyager et de, disons, soit faire les études, mais travailler ailleurs. Beaucoup de personnes ont ce rêve-là de voyager et de se retrouver ailleurs pour faire leur vie. Mais le point, c'est que quand ils arrivent, effectivement, ils ont du mal à s'intégrer ou bien développer quelque chose de concret. Et moi, en tout cas, ce qui m'a motivé au début, c'est que quand je suis arrivé, j'ai constaté le contraste entre le coût de la vie au Bénin et le coût de la vie au Sénégal. C'est-à-dire au Bénin, avec 2000 francs, on est bon hein, pour toute la semaine, même pour 2 semaines. On peut avoir un gros bol de riz avec du poisson, toi, avec 200 francs, on est bien. Alors qu'ici au Sénégal, quitter un environnement pareil, de venir dans un environnement où le bol de riz coûte 1000 francs, 1500, 2000, 2500. 2000 francs, même ça ne suffit pas pour le petit déjeuner. Et en plus, le coût du transport, n'en parlons pas, au Bénin, avec 200 francs, on peut faire des kilomètres. Alors qu'ici au Sénégal, vous prenez le taxi à 3000, 4000, 5000 parfois. Donc on voit vraiment le contraste entre le coût de la vie, c'était monstrueux. Et je pense qu'actuellement, Dakar doit être la ville la plus chère d'Afrique. En Afrique, oui, oui. Voilà, donc c'est surtout ce contraste-là qui m'a frappé. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, non, le monde n'est pas comme le Bénin. Et souvent, quand on est chez soi, on pense que le monde est comme chez nous. Mais une fois qu'on sort, enfin, on se rend compte qu'il y a des réalités auxquelles il faut être confronté pour se réveiller. Donc, c'est dans cette démarche que je me suis dit, attends, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir m'en sortir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par de petites activités que je faisais. J'ai essayé de voir, en tout cas, au fond, qu'est-ce que j'avais comme compétences, qu'est-ce que j'avais comme aptitude. C'est vrai que j'ai beaucoup pris le temps de développer pas mal d'aptitudes depuis le pays, notamment en sport ou bien dans d'autres domaines. Donc, c'est ça que j'ai commencé à mettre en avant pour pouvoir essayer de gagner de l'argent en griffe pour survivre. Parce que le coût de la vie était extrêmement cher. Donc, il fallait que je puisse m'en sortir. Donc, c'est de fil en aiguille comme ça que j'ai pu, entre griffes, m'incorporer, m'intégrer et développer des choses assez solides. Donc, je pense que quand on voyage, il y a deux choses qui nous mettent la pression. Notre propre vie et le regard des gens. Parce que quand vous sortez et que vous rentrez, on s'attend à voir quelqu'un de différent. On s'attend à voir quelqu'un qui a évolué. Parce que, ah oui, notre frère, il a voyagé, il est revenu. Ou bien notre ami, il a voyagé, il est revenu. Donc, en voyageant et en revenant, qu'est-ce que la personne est devenue? Donc, c'est surtout ça, en fait, qu'il faut regarder. Et donc, ça permet, en fait, de se mettre dans des dispositions où il faut forcément trouver un moyen de s'en sortir. Donc, c'est ça. Maintenant, pour l'intégration, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident. Parce que je pense qu'il y a la barrière linguistique qui était là. Donc, ici, tout le monde parle 100% Wolof. Donc, il fallait forcément trouver un moyen de pouvoir m'en sortir, surtout avec la langue. Et je pense que quand on parle français, on n'est pas trop intégré. Mais quand on parle le Wolof, naturellement, je pense que les Sénégalais aiment beaucoup les étrangers quand ils parlent Wolof. Donc, je me suis dit, ok, si c'est un bon moyen de pouvoir m'intégrer, parce que sans ça, je ne pourrais pas m'intégrer. Donc là, j'ai commencé à apprendre quelques mots du Wolof et de fil en aiguille, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que les Sénégalais ont été très chaleureux. Je comprends maintenant pourquoi on appelle ça pays de la teranga. Donc, ils ont été très chaleureux. Il y a eu des opportunités que j'ai pu saisir. Il y a eu des gens qui m'ont ouvert des portes. Et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu m'émanciper.
Donc, il ne faut pas rester dans votre zone de confort en disant que voilà, je ne pourrais pas. Si vous dites que je ne pouvais pas, vous n'aurez jamais eu l'occasion de le faire. Et lui, ce n'était pas le cas. Donc, il a sorti dans son zone de confort, en tout cas, essayer d'apprendre la langue. Ici, tout le monde dit que si tu ne comprends pas au Sénégal, donc je vous aide. Hein. Si vous voulez venir au Sénégal, les deux choses à apprendre en premier, c'est Wolof. Et les deux premiers mots, apprendre Nangadef, c'est-à-dire que bonjour, voilà, bonsoir, Nangadef. Magnifique, il faut noter ça et ensuite, c'est-à-dire que bien manger du riz. Ici, tout le monde le mange, donc ça va être très bien, ça va vous aider. Alors, vous êtes venu en tant qu'étudiant. D'habitude, quand on vient dans un pays en tant qu'étudiant, la première chose, c'est de chercher à se concentrer uniquement dans ce que tu viens chercher, c'est-à-dire que le diplôme est rentré à la maison. Et surtout, si vous êtes dans un secteur aussi sensible que votre secteur d'activité, c'est-à-dire que la médecine. Aujourd'hui, à l'université Cheikh Anta Diop, moi, je n'ai pas eu la chance même de fréquenter, mais j'ai travaillé là-bas. Je vois que les gens respectent même ce département, même s'il y a des grèves, on ne touche pas à fac médecine pour dire comment il est sensible. Et Dieu donné, dans ce secteur d'activité aussi sensible, il réussir à cumuler avec plusieurs choses. En premièrement, je pense que coach sportif, tu es devenir champion ou vice-champion du karaté au Sénégal. Champion paramilitaire en 2019. En 2019 au Sénégal. Ça aussi, comment ça s'est passé? Les gens veulent savoir. Tu viens dans un pays, tu restes dans ton zone de confort, mais tu as intégré, jusqu'à intégrer un secteur d'activité aussi important et sensible, voilà, et devenir vice-champion. Comment l'intégration dans ce secteur d'activité? On va parler du trading, on va parler de la crypto, on va parler aussi, parce que lui, il est expert en trading, mais pas dans la crypto peut-être, mais tous, voilà, c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que les analystes restent les mêmes, son point de vue sur le marché financier, la crise, les chutes du marché, c'est-à-dire que le halving, peut-être il entend parler, il est dans ce secteur d'activité. On l'a obligé même de comprendre la crypto, parce qu'il est formateur dans une section de formation crypto et tout. On va en parler, ne vous inquiétez pas, mais c'est important de connaître d'où il vient, hein, tout cet esprit et tout ça. Et là, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'organisation. Donc, comment vous avez fait pour intégrer voilà, tout ce qui est karaté au Sénégal, surtout être vice-champion paramilitaire au Sénégal? Bon, à la base, le karaté, c'était ma passion parce qu'au début, comme je le dis dans mon livre Productivité Poisson, au départ, j'étais très timide. J'étais un garçon nonchalant, peureux, pleurnichard. Bref, mon enfance, c'est le parfait contraire de ce que je suis actuellement. Et je cherchais un moyen de devenir fort. Parce que quand on est comme ça dans la société, quand on se fait taquiner par ses camarades, on a vraiment envie de s'imposer. Et le seul moyen pour moi, c'était notamment de faire un sport de combat. Donc, depuis bas âge, j'avais commencé avec le sport de combat. Donc, comme ça m'a permis de développer ma résilience, ma force mentale, surtout, en tout cas, tout ce que les gens voient aujourd'hui comme Dieu donné, je l'ai appris dans les sports de combat. Parce que ça, vraiment, ça forge. En dehors même de l'aspect self-défense ou bien savoir se défendre, vraiment, c'était pour moi, à bas âge, le meilleur outil de développement personnel. Ça m'a vraiment permis de me forger. Donc, ça a créé chez moi une passion pour les sports de combat. Donc, quand je suis venu ici au Sénégal, je pense que quand on va dans un pays, le meilleur moyen de sociabiliser, de faire du networking, c'est de faire une activité collective. C'est-à-dire une activité qui réunit les gens. Quand vous allez dans un pays où vous êtes étranger, que vous restez juste dans votre chambre, vous ne gagnez rien. Mais quand vous sortez par exemple... Je ne veux pas te couper, mais tu as dit quelque chose de très important. Quand vous allez dans un pays, la meilleure manière d'intégrer, c'est de faire une activité collective. Une activité qui réunit beaucoup de personnes. Le football, lutte, si vous êtes au Sénégal, activité sportive de combat continue, mais si vous voulez que les gens retiennent cette partie. Donc c'est surtout ça en fait. Quand on reste juste dans sa chambre comme ça, on ne s'intègre pas et puis on ne gagne rien. Parce que tout ce qu'on veut avoir dans la vie, c'est aux autres de nous les donner. Il n'y a rien qu'on puisse avoir en le créant soi-même. C'est les autres qui vont nous donner ça. Donc, plus on rencontre des gens, plus on a la possibilité d'avoir des choses dont on a besoin. Du coup, faire un sport de combat, comme j'étais déjà passionné de ça depuis bas âge, en venant au Sénégal, le meilleur moyen de m'intégrer était bien sûr d'intégrer une salle où les gens pratiquaient le sport. Donc, j'ai intégré les salles de sport, j'ai intégré l'école de police. Donc, quand les gens ont vu, quand à l'école de police, les gens ont vu ma performance, automatiquement, ils m'ont propulsé. Et c'est surtout ça que j'ai aimé parce que vous pouvez être compétent, mais si vous êtes dans un environnement qui ne vous propulse pas, ça ne va pas servir à grand chose. Mais quand vous venez dans un environnement où les gens valorisent tes compétences, c'est surtout ça en fait qui fait que on arrive vraiment à passer à un niveau supérieur. Donc quand j'arrive à l'école de police, je fais quelques katas, on voit ma performance, on me fait un passeport sportif, on m'intègre à l'école de police, je deviens co-moniteur là-bas. Donc automatiquement en fait, en un claquement de doigts, c'est comme si tout ce que j'avais accumulé depuis le Bénin explose juste parce que j'ai changé d'environnement.
Et c'est surtout ça qui a fait que j'ai un peu intégré comment dire, une discipline paramilitaire. On m'inscrit au championnat paramilitaire et puis voilà, j'étais vice-champion paramilitaire du Sénégal. Deuxième chose aussi que j'ai appris tout de suite là, hormis d'intégrer une activité collective qui te permet d'intégrer un environnement, c'est hyper important si vous êtes aux États-Unis et vous ne connaissez personne. Allez-y vous inscrire dans les salles de gym. Vous allez rencontrer des personnes. Surtout là où on fait des sports collectifs, c'est hyper important. Mais il vient de le dire, les compétences. S'il était parti sans compétences aussi, ça ne va pas servir grand-chose, mais ce sont ces compétences qu'on a valorisées pour qu'il devienne champion, voilà, vice-champion paramilitaire au Sénégal. C'est hyper important. Et là, maintenant, vous faites aussi du networking et tout, les business. Là, Dieudonné commence à pénétrer le marché du business au Sénégal. Comment ça s'est passé le début? Actuellement, vous voulez savoir aujourd'hui, il gagne combien? Vous voulez savoir comment ça se passe? Mais si vous ratez, j'aime bien dire en business, ou bien quand vous regardez quelque chose, il ne faut jamais regarder, comme disait MJ de Marco, il a cité tout à l'heure avant de commencer, il dit, les gens qui ne vont pas réussir en business regardent toujours l'événement de la chose sans connaître le processus qui a créé l'événement. Et ce qu'on est en train de dire, c'est ça le processus qui a créé les résultats qu'il a aujourd'hui. Donc, vous pénétrez le monde des business. Moi, je te connais grâce à un ami en commun, je pense, l'ami de Pascaline. Ah ouais, Leiti. Leiti. C'est avec Leiti que j'ai entendu beaucoup parler de toi. Vraiment, il nous disait la même chose. Hein. Voilà, il est très actif, il est très bien, il est très motivé. Il peut même vous motiver et tout ça. Lorsqu'on faisait des petites conférences et tout ça, il nous avait dit que lui-même, il peut participer. C'est le cas aujourd'hui. On ne peut pas organiser une grande conférence sans vous inviter si on est au Sénégal pour vous dire que tu fais partie et les gens sont toujours aimés. Vous pénétrez le marché du business. Quels sont les premiers business que Dieudonné a fait à Dakar? Est-ce que ça a été vraiment... Voilà. Donc, la transition business était surtout d'abord par rapport au coût de la vie. Je cherchais un moyen de m'en sortir, donc il fallait faire quelque chose pour gagner de l'argent. Et la deuxième des choses, c'est que c'est vrai qu'on a parlé par exemple des études tout à l'heure. À la base, j'étais juste venu pour étudier. Et qui dit études de médecine demande un full focus, c'est-à-dire il faut être extrêmement concentré. Et le point, c'est que j'étais aussi passionné par la médecine. Mais une fois à l'hôpital, je me suis rendu compte à quel point les gens souffraient. Quand je dis les gens souffrent vraiment. On voit des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir acheter des médicaments, faire des examens, faire des analyses. Donc vraiment, les gens souffrent parce qu'il y a un défaut de moyens. Et je me dis, bon, si je veux aider le maximum de personnes, ce n'est pas juste en restant dans un bureau, en faisant des consultations, etc., que je pourrais aider les gens. Il est mieux même que je crée plusieurs structures hospitalières, que je devienne peut-être propriétaire d'une grande structure hospitalière. Comme ça, je pourrais aider le maximum de personnes. Mais juste en restant dans un bureau, faisant des consultations et tout, non seulement ça me limite, mais ça limite ce que je peux apporter au monde. Donc pour moi, mon ambition a grandi quand j'ai vu la souffrance des gens à l'hôpital. Donc, je n'étais plus en mode, j'étudie juste, j'obtiens un diplôme, je cherche un emploi et je commence à travailler. J'étais plus en mode, je veux être propriétaire de plusieurs hôpitaux. Pour aider les gens. Pour aider davantage de personnes. Je veux être propriétaire, augmenter le plateau technique, peut-être financer, faire des dons dans les hôpitaux et tout. Pour moi, c'était vraiment ma façon à moi d'exercer ma médecine de la manière la plus optimale. Donc, je n'étais plus maintenant en mode 100% études. Je devais non seulement réussir dans mes études, parce que pour bien faire quelque chose, il faut la maîtriser, mais aussi je devais avoir de très grosses sources de revenus qui me permettraient bien sûr de pouvoir accomplir tous ces objectifs-là. Donc, ce qui a encouragé davantage ma transition dans le business. Et j'ai commencé notamment avec les cours de karaté que je donnais, et puis les gens me payaient et tout. En dehors de ça, j'ai commencé aussi par le marketing de réseau, parce qu'il y a une dame qui m'a prospecté. Du coup, on vendait des produits, on recommandait les produits d'une société et quand on faisait des parrainages, la société nous versait des commissions. Donc avec ça, en fait, comme je réussissais assez dans la vente et le parrainage, surtout avec les capacités de communication, parce qu'au cours de karaté, on devait diriger les séances, donc il fallait bien communiquer et tout. Donc tout ça, ça m'a permis de travailler la communication et tout. Donc je réussissais assez dans la vente. Du coup, en un mois, je pouvais avoir 500 000, un truc de genre. Donc ça permettait vraiment de faire entrer de l'argent. Donc, c'est de fil en aiguille comme ça que je commençais vraiment à gagner de l'argent avec le marketing de réseau. Sauf que c'était un début pour moi. Donc, quitter étudiant fauché à 500 000 en un mois, je me sentais riche. Donc, qui dit riche dit gaspillage. De l'argent. De l'argent, non. On commençait à fréquenter des endroits qu'on ne peut pas se permettre de payer. On commence à dépenser beaucoup dans le taxi et tout. Au lieu de prendre le pain-thon le matin, on commence à prendre le croissant. Donc, on augmente le niveau de vie. Et tout de suite après, boum, il y a une chute, quoi. Voilà, une chute, on revient. Donc c'est là on apprend qu'il est important. C'est pas, le plus important n'est pas le fait de gagner de l'argent, mais ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne.
C'est ça qui est important. C'est ça le plus important. Peu importe la somme, il y a des gens qui gagnent 10 millions par mois. Qui sont pauvres. Qui sont plus pauvres que ceux qui gagnent 1 million par mois. Là, si vous lisez le livre de Ricardo Kanyama, l'escalier de la richesse, les plus pauvres des pauvres, les pauvres équilibrés, les pauvres moins et les riches. Ce n'est pas la quantité de l'argent qui a différencié ces types de personnes, mais ce qu'ils font avec l'argent. C'est hyper important. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est surtout ça que j'ai appris après ma première chute. Et ce qui m'a permis de me ressaisir et de recommencer l'activité et tout. Sauf que avec l'arrivée du coronavirus qui était venu en fin 2019, l'activité ne marchait plus trop. Parce que dans le marketing de réseau, bien sûr, on devait parrainer pour gagner. Si on ne parraine pas, on ne gagne pas. Et si nos filles ne rachetaient pas les produits, notamment, on n'avait plus de revenus. Du coup, avec le coronavirus, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus faire de réunions, on ne pouvait plus se rencontrer. Et tout ça, ça fait que, bon, les gens ont déserté l'activité. Donc, ce qui a arrêté votre business de 500 000 par mois, ce n'est pas parce que tu n'as plus que la capacité de faire rentrer de l'argent, mais c'est une circonstance, une situation inattendue, brusquement arrivée dans la vie, comme Covid-19 qui a bloqué l'événement. Et là, tu dois rester à la maison sans rien faire. Sans rien faire. Donc, mes revenus étaient revenus complètement à zéro. Et comme il fallait gérer les charges qui étaient là, il fallait trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Sinon, on risquait de rentrer au pays juste comme ça. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à donner des cours de maison, des cours de maths, physique, de gauche à droite que j'ai commencé à donner. Ça faisait entrer un peu d'argent. Aux élèves de 4e, 3e, je donnais des cours. Donc, ça me faisait entrer un peu d'argent. En plus de ça, en fait, je faisais aussi le courtage. C'est-à-dire, j'avais des amis qui vendaient des produits et qui avaient du mal à les écrouler. Et comme moi, je maîtrisais le marketing digital, je postais leurs produits avec mes pourcentages là-dessus. Ce qui fait que quand je fais des ventes, je garde les pourcentages pour moi. Donc ça faisait vraiment entrer un gros flux d'argent. Je faisais ça avec des voitures. Par exemple, une voiture que l'on vend peut-être à 1,5 million, je peux le reposter à 1,7 million. Donc la voiture est vendue, je garde 200 000 pour moi. Donc ça, en fait, ça fait entrer davantage d'argent. Ça m'avait beaucoup aidé. Donc c'est avec cet argent que je me suis dit, mais attends, si le coronavirus perdure, comment je me maintiens? C'est-à-dire, si par exemple le coronavirus, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, comment est-ce que je me maintiens? Donc c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de me lancer sur les business en ligne. Donc de recherche en recherche, avec bien sûr l'assistance de mon frère qui avait pas mal d'informations aussi sur le sujet, je me suis lancé dans le trading. Donc c'est avec l'argent que je gagne dans d'autres activités que je payais les formations, que j'achetais des livres, j'essayais en tout cas d'apprendre. Je faisais des dépôts que je cramais, mais chaque fois je retenais une leçon de mes erreurs parce que je savais que tôt ou tard, une fois que j'aurais réussi dans le trading, ça serait bon pour le reste de ma vie. Donc voilà, je me suis concentré. Donc c'est en 2019, après avoir vraiment, comment il s'appelle, arrêté le business du marketing de réseau par obligation, par le Covid, vous restez à la maison, vous commencez à chercher le business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet et vous retrouvez sur le trading avec l'aide de votre frère. Et le trading est tellement vaste, vous êtes sur le Forex. Plus précisément sur quel secteur d'activité? En fait, il y avait plusieurs actifs. Donc, j'avais commencé avec les options binaires. Les options binaires, il fallait parier avec le courtier sur la direction d'un prix sur un certain délai. Et quand on se trompait, on perdait la totalité. Mais quand on avait raison, on gagnait juste un pourcentage de ce qu'on misait. Donc, on se débrouille avec les options binaires. Ça m'a permis d'apprendre les bases. Mais plus j'ai évolué dans le business, plus j'ai appris la notion de money management. Et j'ai su directement que ce n'était pas un secteur rentable à long terme. Parce que chaque fois, on gagnait moins que ce qu'on risquait. Alors que le but dans un commerce, c'est de gagner plus que ce qu'on risque. Donc, les options binaires d'office de base, ce n'est pas rentable. C'est la connaissance du business, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre tous les bases. Il faut toujours risquer moins par rapport à ce que tu veux gagner. Potentiellement gagner. Donc, si maintenant les risques est plus élevé de ce que vous pouvez gagner, ce n'est pas un bon business. D'office, c'est un business perdant. Même si je gagne sur le court terme, à long terme, c'est un business perdant. Donc, je me suis dit, OK, en dehors des options binaires, est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans le trading où est-ce qu'on peut gagner mieux que ce qu'on gagne dans les options binaires? Donc, j'ai découvert notamment le marché du Forex, j'ai découvert les indices synthétiques. Donc, tout de suite, c'est les indices synthétiques qui m'ont capté et je me suis spécialisé sur les marchés boom et crash. Donc, quand je suis devenu rentable sur les marchés boom crash, j'ai ensuite étendu mes tentacules sur d'autres actifs, notamment les indices boursiers. Je suis revenu sur les devises et actuellement, je suis en train de trader aussi les matières premières. Les matières premières. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les vêtements ou les résultats qui est important, mais le processus. Donc, il y a l'une de mes mentors qui nous dit qu'il faut mettre la personne dans l'obligation de faire. À ce moment-là, il n'aura pas de choix parce que toutes vos choix ou bien vos décisions sont revenir dans une situation vraiment où tu es obligé. Tu es au Sénégal, le coût de la vie est trop cher par rapport avec voilà, ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, tu es obligé
de faire des efforts pour s'en sortir. Et le 2019-2020, maintenant, le Covid est là. Tous vos business qui t'ont rapporté de l'argent sont aussi scammés à cause du Covid. Tu es obligé de chercher. Donc, mes chers amis, est-ce que vous êtes obligés de chercher à gagner de l'argent? Si vous ne gagnez pas de l'argent, ne t'inquiète pas, on n'a pas de pitié parce que tu n'es pas encore obligé. Le jour où tu seras obligé de gagner de l'argent pour vivre, pour manger ou pour rentrer chez toi, donc tu vas trouver un moyen. Donc il faut le pourquoi soit élevé à ce niveau-là, c'est hyper important. Là maintenant, on connaît un peu le processus. Jusqu'à maintenant, entrer sur le marché financier, sur les devises et tout ça. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, vous êtes très rentable. On va en revenir sur ça, mais on va faire un petit crochet sur comment maintenant votre premier livre. Donc aujourd'hui, il a compris, je pense, voilà, vous allez nous dire l'importance de diversifier, vous l'avez dit même sur le marché financier, mais hormis même les marchés financiers, avoir plusieurs sources de revenus. Donc on commence par les livres. Aujourd'hui, Dieudonné est un grand auteur, ses livres sont vendus partout, c'est des livres très intéressants et hyper, voilà, en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui ont apprécié les livres de money management, surtout, c'est un secteur qui te passionne, tu aimes bien le money management, comment gérer les risques. Si vous êtes un trader et vous n'avez plus de capital, je ne sais pas qu'est-ce que ces compétences vont vous servir. Et le money management vous permet de bien gérer votre capital, combien vous allez risquer, combien vous allez gagner, etc. Mais premier livre, c'est Productivité x100. Qu'est-ce que ce livre t'a rapporté? Voilà, je pense que c'est un livre vraiment qui t'a apporté, hormis même parler de l'argent, c'est-à-dire qu'en matière d'expérience, de retour positif, qu'est-ce que ce livre vous a apporté? Premier livre. Productivité x100. Ouais. Déjà, j'ai écrit le livre à la demande. Parce que, bon, c'est vrai que je rêvais d'écrire, mais ce n'est pas... Pour moi, en fait, je me dis qu'il fallait que je réussisse totalement tout ce que j'ai accompli et qu'après, je mette tout dans un livre pour que ça puisse aider les autres. Mais de fil en aiguille, en fait, tout le monde me demandait tout le temps, mais attends, Dieudonné, tu fais la médecine, voilà, on te voit tout le temps à l'hôpital, on te voit tout le temps dans les cours, on te voit tout le temps dans les recherches. Et même quand j'étais en 3e année, j'avais même écrit un petit bouquin pour mes camarades pour les aider à mémoriser la neuroanatomie et tout. Et je pense que c'est sur ce projet que je suis actuellement pour mon 5e livre, c'est-à-dire un livre qui va permettre de mémoriser facilement toutes les notions importantes de la médecine générale quand on est en licence. Et ça avait beaucoup aidé mes camarades. Donc je pense que si on massifie ça, ça pourrait aider davantage de personnes. Donc, souvent les gens me posent la question, comment tu fais pour cumuler autant de choses, la médecine, le business, et bizarrement, tout semble te réussir. C'est pas comme si tu étais surmené, c'est pas comme si tu étais fatigué, c'est-à-dire on te voit, tu es toujours sharp et tout semble te réussir. Donc, au lieu de répondre à chaque personne individuellement par WhatsApp ou bien par appel, je me suis dit, bon, si j'écrivais un bouquin qui résume ça, ça va aider tout le monde. Et je pense que dans le bouquin, chacun pourra avoir sa réponse. Et du coup, j'ai décidé d'écrire un livre. Mais je n'avais pas encore commencé à écrire le livre. Donc, je procrastinais beaucoup sur ça. Je me dis, OK, le livre, ça va porter quel titre? Je vais mettre quoi dedans? Je ne savais vraiment pas par où commencer. Jusqu'à ce que, bien sûr, on se rencontre. Et je suis tombé sur M. Sec. Et on me dit que M. Sec n'a pas fait l'école. Mais voici son livre. Je dis, attends. M. Sec n'a pas fait l'école. Mais voici son livre. Je vois le parcours d'un entrepreneur. Mais je me dis, attends. Il n'a pas fait l'école. Et notamment, c'est mon ami qui nous a fait rencontrer, qui me disait ça. Il n'a pas fait l'école, mais il a écrit un livre. Attends, et moi avec mon master? En médecine. Non, s'il vous plaît. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Je me dis, attends, si quelqu'un qui n'a pas fait l'école écrit un livre, donc on n'a pas besoin d'avoir, comment dire, une agrégation pour écrire un livre. Je peux écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et tout de suite, je suis rentré à la maison, j'ai fait un plan. Wow. C'est parti vraiment de cette décision. Il y avait la demande, les gens cherchaient vraiment comment je faisais. Mais il fallait vraiment une décision forte. Et dès que je suis entré, après notre rencontre ce jour-là, j'ai fait un plan. Je me suis dit, bon, il faut que le livre la sorte. Et j'ai fait un plan, je me suis dit, tout ce que j'avais à écrire dans le livre, voilà ce que je vais écrire. J'ai versé toutes mes idées sur une feuille, en désordre. Et j'ai commencé à écrire simplement. Et en écrivant, chaque fois que quelque chose me venait à l'esprit, j'écrivais simplement. Je déversais. Donc les idées étaient en vrac. Et en faisant la relecture, j'ai réorganisé les idées. J'ai fait une demande d'impression. Et même la couverture. Tenez-vous tranquille, c'est avec mon téléphone j'ai fait le montage de la couverture. Wow. Je suis allé juste à la plage avec un ami. Il m'a fait une photo, la photo de couverture que les gens voient là. Franchement, c'est sorti de nulle part. C'est pas comme si en fait, c'est un plan que j'ai fait sur 2 ans, 3 ans. C'était juste une décision qu'il fallait prendre. Tout ce qui est naturel est beau. C'est ça. Et donc, je suis allé à la plage avec un ami, il me prend une photo. Et j'étais juste comme ça avec la veste et tout. Je me dis, bon, la couverture de mon livre. Je suis rentré à la maison, j'ai coupé l'image, j'ai pris une application. Rapidement, j'ai fait le montage. Je suis allé au studio d'à côté. Je leur demande
de me faire une impression de la couverture pour que je puisse voir. Donc, dans les 3 semaines qui ont suivi notre rencontre, j'avais déjà le livre. Waouh. Et tout de suite, après, j'ai commencé à faire l'impression des premiers exemplaires. Même le tout premier exemplaire, je l'ai chez moi à la maison. J'ai eu le premier exemplaire de Productivité x 100, la version la plus médiocre du livre. Je l'ai gardé sur moi. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'était un accomplissement de quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. Je me dis, donc, j'étais capable de faire ça, mais il fallait juste prendre cette décision. Donc, quand je l'ai fait, les premiers exemplaires, bien sûr, ce n'était pas vraiment la meilleure version parce qu'il y avait beaucoup de fautes. Les couvertures, quand vous ouvrez, l'encre se détache. Quand vous ouvrez, l'encre s'enlève. Donc, ce qui fait qu'après 3 lectures, la page de garde est blanche. Ouais, donc, c'est vraiment parti d'une version médiocre. Et c'est quand j'ai eu des retours sur ce que les gens ont constaté après avoir, que j'ai amélioré, j'ai fait une deuxième édition et voilà. C'est parti. Voilà, c'est parti pour de bon. La seule chose qui vous empêchait de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, c'est de prendre la décision de le faire. Ouais. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Si vous osez, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pouvez réaliser. Tout le monde a quelque chose qui dort, un génie qui dort en lui quelque part. Donc moi, je me rappelle très bien, j'étais parti à Ouaga ou Abidjan. Je lis le livre, pour être honnête, voilà, en tout cas sur cette voyage, en tout cas pour la première fois, j'adore le livre. Et il y a une partie que je vous avais dit tout le temps que j'aime bien. Défonce la porte. Voilà, défoncer la porte. La seule chose qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, c'est de défoncer la porte. Et vous avez utilisé, je ne sais pas, métaphore ou bien figure de style très stylée. Hein, tu répètes pratiquement toute une page. J'adore cette page, hein, vraiment, c'est hyper important. Et je suis convaincu que 90% des gens qui ont lu le livre, ils sont aussi faire des mêmes retours positifs. Tout le monde a apprécié le livre. Tout le monde a apprécié le livre. Et après, maintenant, ça te dit que voilà, tout est possible, on ne va jamais s'arrêter, on va continuer. Là, on est sur 3e et comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être bientôt 4e, 5e, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voici, c'est très intéressant. Maintenant, on va encore revenir un peu maintenant. Ta vie tourne autour de 2 choses qu'on peut dire. Hein. Tout ça, ce sont des choses parallèles. Mais la médecine, qui est votre métier, hein, votre profession, vous êtes à quel niveau aujourd'hui sur cette secteur d'activité? Bon, la synthèse clinique, bien sûr, il faut résumer tout ce qu'on a appris et ensuite chercher le doctorat. Actuellement, vous êtes à ce niveau-là. Donc, voilà, le doctorat, ça prend combien de temps? Non, c'est presque fini. D'ici normalement 1 an, 2 ans max, je vais finir. Tu as fini. Donc, félicitations. En tout cas, c'est très bien. On est très fiers de voir des entrepreneurs. Souvent, on disait que c'est uniquement sur notre ami docteur Claudel Nubissi qu'on voit des entrepreneurs docteurs et laisser beaucoup de choses ou bien venir apporter aussi leur pierre à l'édifice dans l'entrepreneuriat. Et si on le voit avec toi aussi, c'est une fierté vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, les entrepreneurs, ils sont chanceux d'avoir quelqu'un comme toi. Comme vous l'avez dit, les entrepreneurs, ils ont toujours envie d'apporter plus de valeur à l'humanité, à la société. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de créer des hôpitaux, pourquoi pas, permettre les gens de bénéficier des soins et vraiment aider les gens. Et vous ne pouvez pas faire ça en étant dans un petit bureau. Et deuxième secteur d'activité, c'est le marché financier. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui occupe beaucoup, voilà, une grande partie de votre temps. Après avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, le livre va vous permettre, voilà, on va mettre comme ça et on va vous mettre le lien qui pourra vous permettre ou des numéros avant la fin qui vous permettra d'avoir ces livres-là. Et il y a beaucoup de personnes, moi, sur le trading qui me disent que vraiment le money management, avec des exercices pratiques qui te permettent de mieux comprendre les choses. Si vous avez besoin d'une de ces livres-là, ce sera avec un grand plaisir. Donc, le marché du trading aujourd'hui, quelle est votre vision, votre objectif aujourd'hui et dans les années à venir avec le marché financier? De la même manière que vous avez l'objectif d'ouvrir des grands centres de soins médicaux, tout ça pour aider les gens, est-ce qu'il y a des objectifs aussi importants dans le marché financier? Oui, je vais dire pour moi que le trading a beaucoup révolutionné ma vie, que ce soit sur l'aspect personnel que sur l'aspect financier. Il y a beaucoup de choses. Hein. La plupart de tout ce que j'ai réalisé par la suite, après la période du coronavirus, c'était grâce au trading. Parce que je commençais vraiment à gagner ma vie dans le trading. Et même comme paradoxe, il y a des amis à qui j'ai dit récemment que pour moi, la médecine, c'est un hobby. C'est-à-dire, pour moi, c'est juste une façon de m'amuser. Quand j'ai envie de me reposer, quand j'ai envie de me détendre un peu, c'est là vraiment je me concentre sur la médecine. Parce qu'en médecine, il y a juste un ensemble de protocoles qu'il faut maîtriser et répéter ces protocoles-là. Mais ça ne demande pas vraiment de la créativité, ça ne demande pas autant de challenge que l'entrepreneuriat. Ça ne demande pas en fait d'inventer quelque chose. Okay? Donc, j'aime plus cet aspect challenge, cet aspect défi, cet aspect difficulté qu'il y a dans l'entrepreneuriat, notamment dans le trading.
Donc, c'est surtout ça qui m'a branché. Donc, tout ce que ça m'a apporté, d'abord, côté mindset, c'était énorme. Ça m'a permis non seulement de canaliser mes émotions, de canaliser mon énergie, de savoir gérer mes finances. Ça m'a permis en tout cas de maîtriser l'économie de manière globale. Qu'est-ce qui impacte le prix des différents actifs que nous achetons, comment les marchés sont manipulés, comment l'opinion publique est manipulée. Donc ça m'a permis vraiment de maîtriser pas mal de choses sur le fonctionnement de notre monde. Et du coup, je me dis que si ça m'a permis cela et que ça me permet aussi de gagner de l'argent, je peux permettre à d'autres personnes de pouvoir le faire. Et si aujourd'hui je vis du trading, je pense que d'autres personnes méritent aussi de vivre du trading parce qu'il y en a qui le désirent, il y en a qui cherchent, mais qui n'arrivent pas à savoir comment. Donc, c'est pourquoi en fait, j'avais même lancé mon académie Boom Crash Empire. Et dans cette académie, mon objectif à long terme, c'est de faire en sorte qu'on puisse former non seulement plus de 1000 millionnaires en trading, rien qu'en Afrique de l'Ouest, 1000 millionnaires praticiens, rien qu'en Afrique de l'Ouest, mais en dehors de ça, on puisse ouvrir des fonds d'investissement et tout qui vont permettre aux gens de pouvoir booster leurs capitaux. C'est très intéressant et passionnant. Et aujourd'hui, voilà, moi en tout cas, j'adore vraiment tout ce que vous êtes en train de faire. Et je pense qu'à travers cette petite discussion, échange, j'aime bien lui dire, moi je ne suis pas un journaliste, il ne faut pas nous blâmer. Nous ne sommes pas des journalistes, on est passionnés de notre métier, notre business, notre travail. C'est pourquoi on aime bien partager. Comme il l'a dit, les entrepreneurs, souvent, je leur dis qu'ils sont en grand cœur. Leur objectif, c'est toujours partager leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris et tout ça. Et ça permet d'autres personnes vraiment de faire la même chose. Comme il l'a dit, hein, parce que c'est ça l'idée. Hein, c'est-à-dire que si moi, je suis en train de le faire, les autres aussi peuvent le faire. Il suffit juste de passer à l'action, d'être bien voilà, dans un bon cadre. Voilà, entourez-vous des bonnes personnes qui connaissent la chose. À partir de là, tout devient possible. Aujourd'hui, au Sénégal, hein, j'aime bien dire les étrangers qui viennent au Sénégal, vous n'avez pas encore une femme sénégalaise? Non, non, pas encore. Pas encore? Peut-être que ça va venir, mais pas pour le moment. Ça va venir. Hein. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de tentations. Je dis, voilà, quand on commence à gagner autant d'argent aussi, comment vous gérez les choses? Quand on arrive à un certain niveau, on sait surtout en Afrique, vous faites 2 000, 5 000 $, 10 000 $ par mois. Automatiquement, les tentations sont là. Ouais, les tentations, les désirs personnels, envie d'aller dépenser, envie d'aller de faire des choses. Et il y a énormément de choses aussi qui courent derrière vous maintenant. Ouais. Et souvent, les gens aiment bien prendre exemple le cas des filles et tout ça. Et il y a des choses vraiment qui peuvent vraiment bloquer ou bien empêcher ou bien retarder un peu l'évolution de la personne. Comment Dieudonné gère maintenant l'environnement, ses entourages et sa vie? Pour permettre à toutes les personnes peut-être qui vont atteindre ce niveau ou bien qui sont dans cette stade-là, savoir comment ils doivent se comporter. C'est vraiment une question qui est très importante. Pourquoi? Parce que je pense pertinemment que réussir, c'est plus facile que maintenir la réussite. C'est-à-dire monter, c'est beaucoup plus simple que le fait de maintenir l'altitude ou bien de continuer à monter. La plupart du temps, quand on monte, la chute est très rapide, très brutale. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, bien sûr, qui vont venir et nous distraire. Et comme j'ai parlé dans mon livre Productivité x100, il y a ce qu'on appelle les tractions et il y a ce qu'on appelle les distractions. Les distractions, c'est tout ce qui éloigne quelqu'un d'un objectif. Même si c'est quelque chose qui est louable, quand ça éloigne la personne d'un objectif, naturellement, c'est une distraction. Donc, notamment quand on commence à se faire de l'argent, je ne vais pas dire que j'ai déjà réussi. Pourquoi? Parce que j'aime rester vraiment assoiffé. J'aime rester dans cette démarche où mentalement, je me dis que tu n'es encore nulle part. Et ça me continue en fait ça m'aide en fait à maintenir le cap et de continuer à chercher davantage. Donc, mais pour le peu que j'ai déjà fait, il est très facile de déraper parce que la pente est glissante. Bien sûr, il y aura non seulement les problèmes de famille qui vont venir, il y aura bien sûr les sirènes, je les appelle les sirènes qui vont venir. Il y aura pas mal les amis qui viendront demander des prêts. Il y a tellement de choses qui viendront. C'est comme si en fait ces problèmes-là attendaient que vous puissiez vous en sortir pour vous attaquer. Ouais. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut être extrêmement concentré. Et quand je dis concentré, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire. Si actuellement je gagne, disons, 10 000 $, donc 10 000 $, c'est pas mal d'argent. Mais si je n'ai pas un objectif par rapport à ces 10 000 $, c'est facile en fait de les dilapider. C'est-à-dire si je ne me dis pas que dès que j'ai les 10 000 $, je dois acheter un terrain. Si ce n'est pas clair dans mon esprit, je verrai les 10 000 $, je ne saurais pas quoi en faire. Et c'est là que je vais succomber aux tentations. Donc le conseil que je peux donner, c'est-à-dire ne perdez jamais de vue votre prochaine étape. C'est-à-dire, actuellement, vous dites, OK, je veux gagner de façon terre à terre, 1 million par mois.
avant même de gagner les 1 million par mois, vous devez savoir, si vous gagnez les 1 million par mois, qu'est-ce que vous faites par la suite? C'est-à-dire, quelle est votre prochaine étape? 10 millions par mois. Quelle est votre prochaine étape? 100 millions par mois. Quelle est votre prochaine étape? 1 million ou bien 1 milliard par mois. Donc, il ne faut jamais perdre de vue la prochaine étape. C'est ça qui permet de se maintenir dans le cap et d'éviter en fait les petites distractions qui viennent. Mais quand on ne sait pas vraiment quoi faire, quand on ne sait pas quoi faire de son argent, quand on n'a pas d'objectif par rapport à son argent, c'est très facile de succomber à toutes ces tentations-là. C'est très important, hein. Je pense que vous avez bien compris. Il faut toujours avoir un objectif à l'avance. Donc, ça vous permet voilà, de maintenir le cap et continuer à bosser. Donc, il ne faut jamais se limiter de ce que vous avez. Si vous gagnez même 10 millions, dites-vous qu'il y a des gens à côté qui gagnent 20 millions, 30 millions. Moi, je le dis souvent à mes amis, je leur dis que je ne vais pas citer des noms, mais certaines personnes qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui, c'est des gens qui font 50 000, 100 000 balles par mois. Et si quelqu'un fait 100 000 $ par mois et cette personne m'inspire, et moi, si je n'arrive pas à faire 30, 40 000, donc je ne peux pas dormir tranquillement. Donc, c'est pourquoi c'est très, très important d'avoir des objectifs et de vous inspirer des personnes qui sont devant vous. Et c'est important parce que arrêtez de... Bon, il n'y a rien de mal, mais il ne faut pas regarder ceux qui gagnent moins que toi en disant que regarde ce qu'ils font, regarde ceux qui gagnent 10 000 fois plus que toi. Ça vous permet de vraiment respecter certaines règles du business. Parce que le business aussi a ses principes, a ses règles. Vous avez dit quelque chose de très important. Arrivé à un certain niveau, maintenant, tu penses que maintenant les gens te prennent comme un messie qui doit régler les problèmes du monde. Carrément. Donc on vous dit les factures d'électricité par-ci, les factures de loyer par-là, comment il s'appelle, ordonnances par-ci, par-là. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, avoir de l'argent égale dépenser de l'argent. Et les règles de l'argent, c'est le contraire. Gagner de l'argent, conserver de l'argent, multiplier de l'argent. Les gens pensent que tu dois gagner de l'argent, distribuer de l'argent et c'est fini, tout le monde te dit merci. Et si vous respectez, c'est-à-dire que ce qui est contraire avec les principes de l'argent, vous n'allez pas aller loin. C'est pourquoi on voit souvent des gens qui gagnent des centaines de milliers ou millions. Au bout de quelques temps, ces personnes-là deviennent, je ne dirais pas des mendiants, mais tu vois, leur vie, ce n'est pas la vie que vous souhaitez avoir et tout. Et ça c'est vraiment certains principes à respecter. Donc, en tout cas, c'était un grand plaisir. Si je peux ajouter un petit truc par rapport à ce que M. Seck a dit tout à l'heure. Alors, je conseille quelque chose souvent à mes étudiants par rapport au money management. Je dis, si vous voulez devenir riche, contrôlez vos dépenses. Et si vous voulez devenir rentable, contrôlez vos pertes. C'est-à-dire, une personne a un état financier. Une personne, c'est comme une entreprise. Tout le monde a un état financier, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Chez la plupart des gens, les sorties sont supérieures aux entrées. C'est-à-dire, on va voir peut-être un salarié gagner 200 000 par mois, mais quand on fait le calcul de ce qu'il dépense en un mois, c'est 250 000, 300 000, 400 000, 500 000, mais son flux d'entrée, c'est juste 200 000 par mois. Donc, quand vous regardez vous-même, vous avez un état financier, c'est-à-dire combien entre chaque mois, combien sort chaque mois. Du coup, tant que vous n'êtes pas capable de limiter les sorties, vous ne pourrez pas gonfler votre état financier, c'est-à-dire les entrées ne pourront pas s'accumuler. Donc, au lieu de gagner et de dépenser, il faut plutôt éliminer le maximum de sources de dépenses inutiles et de multiplier les investissements. C'est tout ce que je peux... Non, c'est exactement ça. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, ça, je l'ai vraiment compris avec l'homme le plus riche de Babylone. Mais Ricardo Kanyama l'a bien développé. Il dit, les plus pauvres parmi les pauvres, ce sont les personnes qui ont des revenus moyens dépenses, comme tu as dit. Revenus, c'est-à-dire que ce qu'ils dépensent, c'est plus que ce qu'ils gagnent. Revenus moyens dépenses. Tu gagnes 100 000, tu dépenses 150 000. C'est les plus pauvres parmi les pauvres. Il dit, il y a maintenant les pauvres équilibrés. Ça, c'est ce qu'on appelle revenu égale dépense. Le gars, il gagne 200 000, mais il se débrouille pour dépenser 200 000. C'est ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Il dit, il y a ce qu'on appelle maintenant les pauvres moyens. Ils gagnent, c'est revenu égale dépense, plus épargne égale un objectif. Le gars, il gagne 200 000, il se débrouille pour vivre avec 150 000, il épargne 50 000 pour dire que voilà, dans 2 mois, j'achète un nouveau téléphone. J'épargne 50 000, dans 3 mois, je change les meubles du bureau. Je gagne 5 Tous ces épargnes, dans sa tête, est programmé pour acheter quelque chose. Je vais changer la voiture, je vais changer les meubles. Donc lui, il est dans cette routine. Moi, lorsqu'il parlait de ça, je prends l'exemple de ma mère. Pendant des années, ma mère, elle faisait des tontines 2 ans pour la Tabaski. Ah ouais, carrément. Je te le jure. 1 an, 1500 par jour. Elle faisait de vendre des bananes, des trucs comme ça. 1500 par jour. Son seul objectif, c'est que la Tabaski, on lui donne la tontine pour qu'il dépense tout sur la Tabaski. Achète mouton. Elle est contente pour ça. Et ça, je me suis rendu compte de tout ce que Ricardo Kanyama a dit.
ce qu'on appelle les pauvres maintenant moyens. C'est-à-dire qu'ils gagnent un peu, ils dépensent, ils épargnent pour un objectif. Là, il vient maintenant sur les riches, il appelle maintenant les riches revenus, dépenses, plus épargne, égale investissement. Donc, quand tu comprends ces principes-là, tu n'as pas besoin d'être un magicien. Tu respectes les principes. Quelqu'un peut gagner 1 million en bas du SL, qui est les pauvres, les plus pauvres, il peut gagner 1 million. Mais s'il dépense 1 200 000 par mois, rien ne va changer. Celui qu'on appelle riche maintenant, ce n'est pas le montant qu'il gagne qui compte. Cette personne peut peut-être ne pas gagner 1 million de l'autre, mais il gagne 300 000, mais il se débrouille pour vivre avec 200 000, il se débrouille pour épargner 100 000, et il se débrouille pour chaque 2 ou 3 mois, il prend ces 300 000 pour l'investir quelque part. Ce sont les riches. Donc, quand tu comprends ces principes-là, tu comprends comment l'argent fonctionne. C'est ça qui m'a permis de comprendre que devenir riche, ce n'est pas la quantité de l'argent que tu gagnes, mais ce que tu fais avec le peu d'argent que tu gagnes qui va te rendre riche. Donc, c'est très, très intéressant, Dieudonné. Donc, avec votre institution, les gens qui veulent vous contacter, qui veulent venir, que ce soit les coachs sportifs. Moi, j'ai eu la... Je vais vous mettre les vidéos. Hein. Je me suis inscrit sur son école, son centre de formation, de coaching sportif. Il est super bien. Donc, si vous partez là-bas, vous n'allez pas le regretter. Je l'ai fait. Aujourd'hui, voilà, avec la distance, le temps, on court tellement. Et comme on le dit, plus que les business évoluent, plus que tu perds beaucoup de choses dans la vie qui sont importantes. Mais voilà, c'est très bien. Il a une centre d'accompagnement de coaching sportif, centre de formation dans les marchés financiers. Donc, vous avez vos livres. Donc, vous avez votre page YouTube. Les gens qui veulent vous contacter, qui veulent savoir pour les livres, pour votre page YouTube, quelles sont les informations? Bon, déjà, ma chaîne YouTube, c'est Boom Crash Empire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui me suivent déjà. Et par rapport au contact, bien sûr, on va mettre ça soit dans la description, soit dans la vidéo. Je suis vraiment joignable, disponible. Si c'est pour faire affaire, si c'est pour travailler, je suis toujours disponible. D'accord. Voilà. On va mettre sur la barre de description 2 choses. Le lien de la page YouTube et ce sont son contact personnel sur laquelle vous pouvez l'écrire sur WhatsApp. Donc, ça va vous faciliter les choses si vous voulez avoir plus d'informations. Moi, je vous conseille ces 2 livres-là, surtout Money Management et La Productivité x100. Ça, c'est un livre qui ne c'est la productivité x100. Ce n'est pas ni la crypto ni le marché financier, mais tout individu doit lire. Moi, j'aime bien dire que je lis sur 3 parties. Le développement personnel, l'éducation financière, la psychologie humaine et le trading, que j'aime bien. Donc, quand vous lisez ces choses-là, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Et je peux vous dire que son livre, je peux même dire que c'est un livre qui a combiné 2 choses, développement personnel et la psychologie humaine. Et surtout, comment gérer son temps. Donc, je pense qu'on pouvait rester toute une journée à discuter, à parler de beaucoup de choses sans finir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme on le dit, le sujet est tellement fertile en entrepreneuriat, mais on aura l'occasion d'encore revenir, partager le maximum d'informations avec la communauté Entreprendre Autrement. Donc, merci pour l'invitation, d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous avez votre mot de la fin avec la communauté qui te suit partout. Alors, pour clôturer déjà le podcast, je vais remercier tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est vraiment pas évident. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à maintenir une concentration soutenue sur une longue durée. Avec les shorts, avec le scrolling, TikTok et autres. Les gens ont juste un temps de concentration qui est passé de 30 minutes à 3 minutes. Du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin, déjà, félicitations, ça prouve que vous en voulez. Et tel que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous devez aussi rester jusqu'à la fin de vos objectifs. C'est-à-dire, quand vous poursuivez un objectif, quand vous poursuivez un rêve, quand vous poursuivez quelque chose, ok, ne vous fixez pas un temps limite. Vous vous fixez des délais par rapport à ce que vous devez faire, mais ce n'est pas vous qui décidez de quel jour l'arbre pousse quand vous faites la semence. Vous devez plutôt rester constant dans l'effort et ne pas vous dire que comme ça ne marche pas, je vais laisser tomber, je vais abandonner. Non, tant que ce n'est pas fait, vous devez le faire. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Donc, n'abandonnez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Si Thomas Edison a réussi à fabriquer les lampes électriques parce qu'il n'est pas abandonné, parce qu'il avait tout à sa disposition pour abandonner. Moi, si j'échoue 1000 fois, je ne pense pas que je vais attendre. Mais lui, quand même, il nous a donné cette leçon de nous dire que ce qui a permis à Thomas Edison d'atteindre son objectif parce qu'il n'est pas abandonné. Et j'espère, comme il l'a dit, vous aussi, vous n'allez pas abandonner. Continuez. Je dis souvent, ayez le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner et les résultats vont suivre.
Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo le maximum possible. Donnez un pouce bleu, donnez votre point de vue sur les commentaires. Allez sur la barre de description, il y a beaucoup d'informations aussi complémentaires qui peuvent vous permettre d'avoir beaucoup d'informations, que ce soit sur Dieudonné, comme je l'ai dit, sa page YouTube, son numéro de téléphone personnel et les autres informations concernant nos différents services et d'accompagnement. Merci, à la prochaine. Ciao.